bitches! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui risque de faire encore des vagues, puisqu'on va parler de harcèlement, de drogue et de prostitution dans le milieu de la télé-réalité. Alors par contre, j'ai une gerçure là au coin de la lèvre qui me fait grave mal, comme si on voulait me faire fermer ma gueule à chaque fois que je l'ouvre, mais c'est raté, ça ne sera pas le cas. Bon, plus sérieusement, vous avez dû voir ce qui se passe un petit peu dans les médias, toutes les révélations qui sont sorties au sujet voilà, des tournages de télé-réalité. Vous avez été hyper nombreux à me demander de faire une vidéo là-dessus. Et ça tombe bien, puisque j'ai encore plein de dossiers dans mes tiroirs que j'avais gardés à présent pour moi, mais... je me rends compte qu'il y en a pas mal, franchement, qui n'avaient pas encore été dévoilés à l'époque. J'ai vu toutes ces candidats de télé-réalité qui ont pris la parole pour dénoncer tout ce qu'elles avaient subi et tout ce qu'elles ont vu sur les tournages. Évidemment que voilà, je soutiens cette libération de la parole et que bien sûr, je suis à leur côté. Ces dernières années, j'ai beaucoup évolué avec tout ce que j'ai vécu. J'ai aussi beaucoup analysé mes débuts, la manière dont je me suis fait connaître. Et franchement, avec du recul aujourd'hui, quand je regarde tout ça et que je retombe sur ce que je faisais à l'époque, franchement, je me rends compte que c'était vraiment pas la bonne façon de faire et j'ai un peu honte. Pour moi, tout était léger, il y avait rien de grave, il y avait rien de méchant dans ce que je faisais. Je suis conscient que j'ai inspiré plein de jeunes à cette époque de ma vie et que même d'ailleurs pas mal de blogueurs actuels qui voilà, se sont lancés dans tous les scoops de télé-réalité, se sont un petit peu inspirés de mes méthodes et j'en suis pas forcément fier. Je voudrais quand même leur dire de faire attention aujourd'hui et de pas forcément reproduire ce que j'ai fait pour me faire connaître de la même manière, parce que si vous voulez, je me suis très vite rendu compte que j'avais créé des monstres, quoi. Et aujourd'hui, j'aimerais pour la première fois réellement présenter mes excuses aux candidats de télé-réalité à l'époque que j'ai pu irriter, que j'ai pu blesser, voilà, à qui j'ai fait du mal, parce que c'est vrai que si j'en ai beaucoup aidé, il y a aussi des personnes avec qui j'ai pas été ultra cool, et avec beaucoup de recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas joli, et voilà, je présente sincèrement mes excuses à ces personnes. J'essaye vraiment d'apprendre de mes erreurs, d'évoluer. Je me rends compte que finalement, j'ai eu un rôle à jouer moi aussi dans toute cette machine qui m'a explosé à la tête, à un moment donné. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé de m'engager contre le harcèlement. Je me suis dit que prendre un virage à 360 degrés n'était jamais trop tard et que quand on avait encore le pouvoir et l'influence pour transmettre de beaux messages, alors autant en profiter et autant essayer de faire les choses mieux, en tout cas qu'avant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec du recul, avec toutes ces années qui sont passées et avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé et tout ce que je sais, je me suis dit qu'avec une analyse et une distance qui n'était pas forcément le cas à l'époque, je pouvais vous reparler de tout ça. Aujourd'hui, je vais vous révéler des choses que je n'ai jamais dites. Il y a quelques années, quand j'ai sorti mon livre, où je balançais énormément donc, sur notamment la drogue et la prostitution, ça avait fait scandale et c'est pas pour rien que juste après une polémique m'est tombée sur le coin de la tronche et qu'on a voulu me faire taire. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, j'ai été à plusieurs reprises attaqué par des productions de télé-réalité. Je pense notamment par la production des Anges de la télé-réalité qui m'avait fait un procès parce que ça ne leur plaisait pas. Tout ce que je révélais sur mon site internet, tout ça, ça ne leur plaisait absolument pas. Et on avait essayé de me faire taire, on m'avait attaqué en justice. Ils avaient trouvé une parade en fait pour encore me faire taire, de m'attaquer sur le fait que j'utilisais le logo de l'émission et que c'était donc de la contrefaçon. Voilà, enfin bref. Résultat, c'est un procès que j'ai gagné. Quand mon livre est sorti, ça a fait un énorme scandale, puisqu'en plus j'étais chez Ardisson, donc j'avais vraiment une visibilité qui me permettait, en plus de mes réseaux sociaux, de parler de ce que je dénonçais dans mon livre, donc prostitution, drogue, et puis même harcèlement en télé. Et puis c'est juste après voilà, que j'ai eu tous les problèmes que vous connaissez, qui sont toujours donc en justice. Vous le savez, j'ai attaqué tout le monde et ces gens qui ont menti seront bientôt jugés. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà ouvert une sacrée brèche. J'ai eu, de la part de personnes haut placées dans le milieu de la télévision, dans le milieu des médias, des menaces de personnes qui, je pense, se sont retrouvées un petit peu éclaboussées par tout ce que je balançais dans mon livre. J'ai subi une pression énorme. J'étais menacé chaque jour par des gens haut placés qui voulaient me faire couler, qui voulaient m'empêcher de parler, qui voulaient me faire taire. Et vous voyez, plusieurs années plus tard, ce sont des sujets qui reviennent. D'ailleurs, tout le monde a l'air surpris alors que... c'est des choses que j'avais déjà révélées à l'époque. Je pense que vous avez la confirmation que tout ce que je vous disais à l'époque était vrai.
Sachez que tout ce que je vais vous dire à nouveau dans cette vidéo est totalement vrai. Je n'ai pas besoin de donner de nom de candidat parce que j'ai pas envie de combattre le harcèlement par le harcèlement. De la même manière pour les productions, je ne donnerai pas le nom des productions. J'ai participé à plusieurs tournages de télé-réalité, que ce soit en guest ou aussi en off, quand je venais créer du contenu, quand je bossais avec des prods, quand j'étais sur place, j'ai vu beaucoup de choses. Le but n'est pas que vous alliez harceler des candidats qui se sont mal comportés. Je vous demande juste de rester respectueux sur les réseaux sociaux, d'écouter ce que j'ai à vous dire et de réagir dans les commentaires. On est là pour échanger et pour tous changer aussi notre comportement en regardant ces programmes et en réagissant sur les réseaux sociaux. Cette vidéo sera donc divisée en 3 parties distinctes, à savoir en première partie le harcèlement, en seconde partie la drogue et en dernière partie la prostitution. Le harcèlement, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai dénoncé dans mes interviews baignoires à l'époque. D'ailleurs, tout au long de cette vidéo, je vais vous remettre des extraits de mes bains, notamment avec Aurélie Preston, qui avait participé à plusieurs programmes de télé-réalité à l'époque et qui avait subi dans ces programmes beaucoup de harcèlement, mais d'acharnement, enfin des choses inimaginables. Pourquoi Aurélie ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Aurélie a attaqué la production en justice. Elle aura la réponse en fait de ce procès. Le délibéré a lieu en fait courant mai. Et Aurélie est l'une des rares candidates à avoir été jusqu'en justice pour dénoncer ce qu'elle avait subi dans des programmes. Le harcèlement dans les programmes de télé-réalité, ça passe par quoi? Ça passe par plusieurs choses. Première chose, ça passe par la persécution. T'es la victime des Marseillais, on va te faire vivre le même truc. Vu qu'ils étaient 10 contre 1, ils se sont dit on va lui faire la misère. Ça passe aussi par de l'isolement. Elle me chantait seule au monde. Toujours, tu vois, des trucs mais plus que minables. Ça passe par des menaces. Elle m'avait fait clairement des menaces à vouloir me dévisager. Elle m'avait dit je vais te dévisager, tu finiras le nez cassé, la gueule complètement amochée. Je m'en fiche de partir mais je peux te dire que toi, tu seras dévisagé. Et tu finiras ton tournage comme ça. Ça passe par des insultes. Il y a des propos qui étaient très méchants. Déjà, il a osé nous traiter de pute orpheline. Tu sais pas ce que ça fait, toi, de pas avoir tes parents. Ça passe par des violences. J'ai été moi-même choquée que la production n'intervienne pas. Mais qui vous a séparé, les candidats? C'est les candidats qui nous ont séparés, ce n'est même pas la production. Ça passe également par des préjudices professionnels. Si tu veux, ils ont fait une pétition en exprimant clairement que si je revenais dans le prochain tournage, ils abandonnaient tous. À chaque fois qu'il y avait une proposition de booking, qu'on me demandait avec qui je voulais être, et en étant professionnel, je répondais peu m'importe, de toute façon moi je suis là pour faire mon travail. Et c'est vrai que eux, quand on leur disait tu seras avec Aurélie, ils disaient ah non, nous on travaille pas avec elle, si tu veux je te propose telle ou telle personne. Et ils m'ont blacklisté, j'ai eu 0 booking. En plus de pas m'avoir fait kiffer mon aventure en Thaïlande, ils m'ont privé de manger derrière, d'avoir de l'argent, me priver de gagner mon argent, me priver de tournage. Tout ce que j'ai fait, ils me l'ont pratiquement enlevé. Bref, le harcèlement, ça passe par beaucoup de choses. On se souvient tous, je pense, d'une scène ignoble et extrêmement choquante où justement Aurélie, dans une émission, était prise à partie, harcelée, persécutée, jusqu'à un moment où carrément un candidat a été jusqu'à lui verser un seau d'urine sur elle. Il a voulu tout faire pour que je parte du tournage, au point de vouloir me balancer de la pisse. De la pisse? Oui, pisser dans un seau et me le balancer. C'est de l'atteinte à la personne, ça devenait trop hard. Faut être vraiment malade pour faire des choses comme ça. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais entré dans une colère monstre. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour vous dire à quel point ça ne date pas d'aujourd'hui, ces histoires de harcèlement, de dénonciation, tout ça, de ce qui se passe sur les tournages. Je le faisais déjà, puisqu'à ce moment-là, après avoir reçu Aurélie dans ma baignoire, je peux vous garantir que j'avais une colère et une haine en moi, mais tellement grande, que j'étais tellement écœuré, tellement triste pour cette petite gamine, parce que c'était une gamine à l'époque, elle m'avait tellement touché, que j'avais demandé à tous mes abonnés de signaler l'épisode, l'émission, au CSA. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Et vous pouvez le retracer sur Internet, il y a des articles. Le CSA avait envoyé des lettres, des courriers d'avertissement à la chaîne pour que ces violences psychologiques, ces atteintes à l'intégrité, cessent. Et je suis très fier de ça, je suis très fier à l'époque, alors de pas toujours avoir fait les choses bien, c'est certain, j'étais pas irréprochable, je faisais pas que des trucs bien, mais je suis super fier à l'époque d'avoir réussi à faire ça grâce à vous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois qu'on reparle de tout ça et qu'on a l'impression de tomber des nues parce que c'est devenu, faut croire, à la mode de parler du harcèlement, faut pas oublier qu'il y a 6 ans, on en parlait déjà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Aurélie Preston,
ça a engendré de réels traumatismes. C'est-à-dire que déjà à l'époque de ces tournages, je vais vous remettre des extraits, il y a eu des traumatismes psychologiques, mais également des répercussions physiques. Mais c'est-à-dire, t'as plus tes règles, tu perdais tes cheveux, c'est un dérèglement hormonal dû au stress? C'est un dérèglement hormonal dû à un choc émotionnel. Ce qui fait que, si tu veux, j'ai fait une alopécie diffuse de tout le crâne. C'est-à-dire? En fait, j'ai perdu toute ma masse capillaire. J'étais seule chez moi à ne plus vouloir vivre. Enfin, le fait que ma grand-mère, elle en ait eu vraiment mal au cœur. Enfin, le fait d'être là-bas, d'être humiliée, de me faire cracher dessus, d'en arriver à se battre, on se rend pas compte de ce qu'on peut vivre sur un tournage quand on est seul face aux autres et que la prod, elle est même pas là pour nous soutenir. Personne ne mérite une telle cruauté. Je voulais vraiment arrêter de vivre. Je prenais ma voiture le soir et je me disais, franchement, je conduisais à 230, je bombardais, je me disais, je veux me prendre un platane, je veux arrêter. Il y avait que quand je fermais les yeux que je me disais, là, je suis bien. Voilà, je suis encore un peu ému, franchement, quand je regarde ces images, parce que, je me souviens qu'à l'époque, vraiment, ça m'avait bouleversé de la voir comme ça dans cet état. Elle m'avait énormément touché, et je me rappelle qu'à cette époque, je m'étais dit, ce combat, je vais le mener avec elle, et 6 ans après, de regarder ces images, ça me paraît tellement loin, mais en même temps, ça me remémore plein de choses, et je me rappelle d'avoir retrouvé une Aurélie, mais en miettes, en larmes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je revois ces épisodes, ça me met pas bien, quoi. Et on se rend compte à quel point ça partait déjà hyper loin. Et 6 ans après, rien n'a changé. Moi, elle m'avait bouleversé, Aurélie. On est encore en contact aujourd'hui. Je la porterai toujours dans mon cœur parce qu'elle m'avait beaucoup touché. Et c'était devenu un combat personnel, en fait, à l'époque. Et c'est vrai que j'avais pas été tendre à l'époque avec des candidats qui lui faisaient vivre ce harcèlement. Mais j'étais tellement révolté, en fait. C'était tellement ignoble. Comment on peut faire ça? Enfin, j'étais tellement... Voilà. Bref, de revoir ces images, là, ça me rend pas bien. Mais vous voyez déjà à l'époque ce qui se passait. Donc pourquoi aujourd'hui, tout à coup, on a l'impression que ça y est, on vient de se rendre compte qu'il y avait du harcèlement dans les programmes? Est-ce que la production a un rôle à jouer? J'en sais rien. Évidemment, la production de ces émissions de télé-réalité diffuse ces images. Ce sont bien des candidats problématiques qu'on reprend chaque année qui, pour briller, ont besoin d'écraser les autres, mais surtout de les victimiser, de les rejeter, de les piétiner, de les humilier, de les pousser à bout. Ce sont toujours les mêmes depuis les débuts de la télé-réalité à aujourd'hui. Ça n'a pas changé et pourtant, ces candidats sont repris. J'ai entendu, encore récemment, je vous jure, parce que j'ai encore quelques contacts dans ce milieu, forcément, des notes audio de certains membres de production de télé-réalité qui expliquaient à une candidate pourquoi elle était moins payée, qui lui expliquait que voilà, tout simplement, elle faisait pas partie des grosses têtes et que elle était pas assez dans les clashs et que elle faisait pas partie des groupes bankable à l'écran. Ce sont toujours les mêmes avec qui il y a des problèmes de violence, de harcèlement qui rendent les gens mal. Ça reste du fric, ça reste du business, ça reste de l'audience. Et c'est pas grave, s'il y en a un qui se comporte mal et qui dépasse les limites, on va quand même le garder parce qu'il fait nos audiences. À quel moment va-t-il y avoir une évolution? À quel moment ces personnes-là vont se remettre en question? Comme peut-être moi j'ai pu me remettre en question sur certaines choses, certains procédés quand j'avais mon blog, tout ça. Pourquoi ces gens-là ne se sont pas remis en question et pourquoi on les prend encore? On a beau entendre qu'il y a des psychologues, des suivis psychologiques. J'ai participé à des émissions, j'ai été sur des tournages. Moi, personnellement, le psychologue, je l'ai jamais vu, on me l'a jamais proposé. Aujourd'hui, si je tourne cette vidéo, c'est pour sensibiliser ma communauté qui est encore jeune, alors peut-être moins jeune qu'à l'époque, qui grandit, mais il y a encore des jeunes qui me suivent, pour vous sensibiliser et vous dire attention à ce que vous voyez dans ces émissions. Ne reproduisez pas, s'il vous plaît, à l'école ce que vous voyez. Être bien vu et appartenir à un groupe, c'est pas harceler quelqu'un, le rejeter et être... dans la team des plus forts, pas du tout. Ne reproduisez pas ça en cours, ne rejetez pas les autres parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont plus faibles. Vraiment, acceptez les gens avec leurs différences. S'ils sont pas comme vous, on s'en fout. Mais s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce qu'on peut voir dans certaines émissions. Pour briller, il ne suffit pas d'écraser les gens, vraiment. Vous savez, je fais souvent le parallèle entre ces émissions et ce qui est reproduit dans les cours de récréation, mais parce que voilà, ce sont des publics jeunes, donc encore une fois, qui regardent ces émissions. Et je pense à quelque chose que moi j'ai vécu sur des tournages. Des personnes étaient rejetées parce qu'elles n'avaient pas de vêtements de marque. Alors on n'était pas encore à l'époque de Dubaï, du bling bling, des caisses et des Balenciaga à tire-larigot, mais à l'époque je crois que c'était les Louboutins, je sais plus trop ce qu'il y avait. On rejetait ceux qui ne portaient pas ces marques parce qu'ils étaient un peu cheap, ils faisaient pas partie de l'élite. C'est exactement comme à l'école. Combien de fois j'ai entendu des cas de harcèlement scolaire de gens qui étaient rejetés parce qu'ils n'étaient pas habillés à la mode, parce qu'ils n'étaient pas habillés avec les dernières tendances et qu'ils étaient bidons et démodés et qu'ils n'étaient pas in. Non!
C'est pas possible des choses pareilles. Et quand on se rend compte que même dans les programmes, en plus ce sont pas des gamins, hein, les candidats aujourd'hui ils ont quel âge, certains 25, 30, reproduisent ça, non mais on se dit mais c'est pas possible quoi, mais on s'en fout de tes marques de merde, on s'en fout que tu portes un t-shirt Balenciaga ou que tu aies un sac Louis Vuitton si t'es pourri de l'intérieur. Donc encore les jeunes, attention à l'école, faites attention à ça vraiment, ne rejetez pas les gens qui ne sont pas habillés avec des marques, tout ça c'est superficiel, c'est bidon et on s'en tape. Chapitre 2, la prostitution dans la télé-réalité. Bon, chapitre extrêmement touchy, extrêmement grinçant, qui m'a valu tellement d'emmerdes quand j'ai sorti mon livre à ce sujet. Mais voilà, la prostitution, on en entend de nouveau parler là dans Touche pas à mon poste. Encore une fois, on a l'impression que tous les chroniqueurs découvrent ça, ils sont hallucinés. Ça n'est absolument pas nouveau. Alors déjà, il y a deux types de prostitution. On a la prostitution effectivement qui est imposée par certaines productions, c'est-à-dire que faire, pour parler cru, tapiner une candidate à l'antenne pour qu'elle couche et pour qu'elle fasse des audiences et pour qu'elle passe un peu pour la catin, c'est une forme de prostitution puisqu'elle est sur son lieu de travail, elle est payée, elle a un contrat. Et donc forcément lui demander de coucher à l'écran dans le cadre de son travail, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Enfin si, je sais, mais j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Sur plusieurs tournages et plusieurs émissions, je l'ai entendu. Je l'ai constaté, je l'ai vu. Vous savez, j'étais à une époque ami avec des producteurs. Je les fréquentais. Voilà, ils essayaient un petit peu de me brosser dans le sens du poil. J'entendais des choses, j'étais là des fois. J'ai entendu, une fois, bon bah elle, on va la faire venir, de toute façon, elle va coucher avec machin, ça sera très simple, de toute façon, c'est la chair à audience. Les candidates, pour certaines, étaient vraiment considérées comme des morceaux de viande. Et d'ailleurs, il y a toujours eu un gros problème, je trouve, dans le milieu de la télé-réalité, sur comment dire, la perception de la femme. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais beaucoup de propos à l'époque qu'on peut considérer misogynes. J'appelais les filles les morues, je partais du principe que c'était toutes des filles faciles, tout ça. Mais en fait, la télé-réalité nous a tellement mis ça en tête, nous a tellement renvoyé une image de la femme, a tellement eu ce côté un petit peu sexiste. Mais quand on réfléchit, c'est hallucinant, quoi. Les candidates, mais oui, je vous le dis, étaient vraiment vues comme des morceaux de viande. C'est vrai que si effectivement elles ne couchaient pas et qu'elles ne faisaient pas d'histoire de cul à l'antenne, elles étaient virées. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, on en trouve plein qui ont été virées parce qu'elles n'ont pas voulu coucher. Il y en a plein. Plein. Certaines candidates, déjà à l'époque, étaient payées plus. Vous savez, ça va très vite quand les candidats discutent entre eux de combien ils sont payés et qu'ils se rendent compte que celle qui couche est payée le triple. Ça veut tout dire, quoi. Donc ça, c'est pas nouveau. Concernant la prostitution, donc on a celle qui se passe, comme je vous le disais, entre guillemets, à l'écran, mais on a également celle qui se passe en dehors. Il faut savoir que pendant longtemps, il y a beaucoup d'hommes de pouvoir qui voilà, étaient comment dire, très attirés par les candidates de télé-réalité. Elles les faisaient fantasmer, elles passaient à la télé, et d'ailleurs, pas mal de candidates participaient à des programmes en vue de se vendre à la sortie plus cher, puisqu'elles étaient plus bankable, plus médiatiques. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas les placements de produits. Certaines qui étaient déjà un petit peu dans ce milieu participaient à des émissions pour gagner en plus-value et pour se vendre plus cher, pour se booker plus cher avec des hommes puissants, avec des hommes riches, tout ça. Donc là, on est en train de remettre un petit peu les pieds dans un terrain un peu touchy qui m'a valu beaucoup de problèmes, beaucoup de menaces. Pour vous dire vrai, quand j'ai commencé à balancer sur la prostitution et notamment sur les pratiques scatophiles, je peux vous garantir que c'est tellement parti loin, j'ai tellement eu de menaces que j'ai été placé sous protection. J'avais un garde du corps pendant une quinzaine de jours, au moment où ce livre est sorti à mon ancienne résidence, qui était en bas de chez moi jour et nuit. Ça a été une période très compliquée. Voilà, aujourd'hui, ça me fait bizarre d'en reparler parce qu'en fait, vous savez, après cette période, tout s'est enchaîné. Encore une fois, voilà, il y a eu cette polémique que vous connaissez et il y a eu toutes ces menaces, tout ça. C'est parti vraiment très loin et j'ai compris qu'à ce moment-là, j'avais mis les pieds dans quelque chose qui me dépassait. Et qui dérangeait réellement. Ce ne sont pas des conneries et voilà, la prostitution a toujours existé. Je le sais, puisque je me suis déjà retrouvé dans des soirées où j'allais voir des candidates, quoi. C'était un peu mon boulot aussi, de faire du relationnel. Donc on me donnait rendez-vous dans des appartements et puis en fait, tu te rendais compte que non seulement les candidates étaient droguées, mais qu'en plus de ça, il y avait des mecs chelous avec qui elles avaient des relations tarifées. Et c'était en plus des candidates qui étaient à l'antenne et qui, du fait qu'elles soient diffusées,
profitaient de ça pour se vendre plus cher. Voilà, donc rien de nouveau. On enchaîne maintenant avec le chapitre 3, au sujet de la drogue, où là, pour le coup, c'est peut-être la partie où j'ai le plus de révélations à vous faire. Des choses que j'avais gardées. En fait, vous savez, à cette époque, je tenais un journal pendant ces, pratiquement 10 ans de télé-réalité. J'ai tenu un journal que peut-être un jour je publierai. Je notais tous les jours ce que je vivais, ce qui se passait, qui je croisais, sur quoi je tombais, ce qui se passait sur les tournages. Et justement, j'ai réouvert ce journal que je pensais avoir perdu, mais que j'ai retrouvé dans des cartons après mon déménagement. J'ai rouvert ce journal et il y a des trucs, honnêtement, je vous le dis, j'avais complètement oublié. Au sujet notamment donc de la drogue. Ah non mais j'en ai vu, je vous jure, des vertes et des pas mûres. Hein. Certains membres de certains programmes de télé-réalité demandaient à des candidats en France d'en ramener sur le tournage. Et c'est là que j'ai une anecdote assez hallucinante à vous raconter. Je me souviens d'une candidate qui avait mis de la drogue dans un tampon. Vous savez, les grands tampons... je vais pas vous faire un dessin, il y a des grands tampons. Elle avait coupé le tampon et en fait, elle avait enlevé le truc qu'il y a dedans. Bon, je m'y connais pas trop, hein, vous m'excuserez dans tous ces trucs, mais en tout cas, elle m'avait raconté que pour faire passer ça, elle avait foutu ça voilà, dans le tampon, qu'après elle avait rebouché, qu'elle avait mis donc le tampon là où il doit être, hein, voilà, dans son intimité. Elle a pris l'avion avec un tampon rempli de cocaïne pour le ramener sur le tournage parce qu'en fait, le rédac-chef d'une émission lui avait demandé de transporter ces substances illégales. J'ai retrouvé ça dans mon journal intime, justement, et puis maintenant, il y a tout qui me revient. Je me souviens exactement l'endroit et le lieu où elle m'a raconté ça. Il y avait des rédacteurs en chef qui aimaient bien la farine et qui n'hésitaient pas à en demander aux candidats avec qui ils allaient par la suite travailler et faire un tournage. Et donc, il est arrivé à plusieurs reprises que des candidats, effectivement, fournissent certains membres de production de télé-réalité en drogue et ramènent donc des substances illégales de manière fort étonnante et fort inventive. Et c'est vrai que cette histoire du tampon, je me disais, j'étais vraiment dans un monde de malades. Dieu m'en préserve. Aujourd'hui, ça fait du bien hein, de plus assister à tout ça et de plus voir tout ça. Mais voilà, oui, il y en a qui en ramenaient. Je me souviens également, sur certains tournages, je me souviens que j'ai vu des candidats lors des jours off qui partaient donc dans la ville, voilà, faire du shopping, tout ça. Bref, ils avaient le droit, hein, vous savez, c'était le jour où ça tournait pas, donc c'est comme un jour de congé. Et voilà, ils disaient à voix haute qu'ils allaient se procurer de la drogue, quoi. Alors je sais pas comment ils arrivaient à chaque fois dans les pays à se procurer de la drogue et à avoir des contacts, mais ils s'en procuraient et ils les ramenaient sur le lieu du tournage pour se faire des petites soirées quand les caméras étaient éteintes ou dans les jours off. Et oui, ça prenait effectivement de la drogue qui était ramenée des villes dans lesquelles ils étaient en total quartier libre l'après-midi. Il faut savoir que dans les télé-réalités, ça ne tourne pas 24 h sur 24. Vous savez, des fois, il y a des séquences qui sont mises en scène, comme notamment les couchers. Quand les candidats vont se coucher, la production leur demande de se mettre en pyjama, d'aller se mettre sous la couette, d'éteindre les lumières. Et une fois que ça cut, ils se rhabillent tous et là, ils vont faire une soirée. Ils sortent dehors, ils traînent dans les jardins de la maison, tout ça. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que certains consommaient de la drogue. Donc oui, il y en avait bien sur les tournages et ça n'est pas nouveau. De la même manière qu'il y avait des bouteilles d'alcool qui étaient transportées dans les valises et qui étaient cachées, mais qui du coup étaient utilisées sur les tournages avant que certains partent en séquence. Alors est-ce que ce sont des gens à blâmer? J'en sais rien. Je pense que si certains avaient des addictions, c'est bien que c'était un milieu qui peut-être ne leur correspondait pas ou leur infligeait trop de stress. Et c'est aussi quelque chose que je n'ai jamais compris, comment des productions qui ont vu que certains candidats étaient totalement accros, certains candidats avaient des réels problèmes de santé, étaient vraiment des consommateurs abusifs de substances illicites, pourquoi ils les reprenaient encore? Pourquoi il n'y a pas eu d'aide? Pourquoi il n'y a pas eu de cellules au sein de ces émissions pour aider ces personnes qui, dans cet engrenage qui n'est pas facile à gérer, de médiatisation, de célébrité, tout ça, pourquoi il n'y a pas eu de personnes qui ont encadré ces candidats qu'on connaît tous, qui avaient des addictions et qui, je pense, à l'écran, pétaient aussi les plombs à cause de ces addictions-là. Vous savez, moi, la drogue dans le milieu de la télé-réalité, j'y étais très souvent confronté, puisqu'à l'époque, je les fréquentais beaucoup, les candidats, on allait dans pas mal de soirées ensemble, tout ça.
Et j'en ai vu plusieurs, évidemment, dans les loges des boîtes de nuit, tout ça, prendre de la drogue. J'en ai vu dans des états pas possibles. J'ai ramassé à la petite cuillère en fin de soirée je ne sais combien de candidats. C'est quelque chose que je raconte aujourd'hui avec humour dans mon one-man show. Mais en vrai, c'est pas si drôle parce que ce sont des choses que j'ai vécues. J'ai retrouvé une candidate dans le coma, en fait, dans une loge. Il a fallu appeler les pompiers. J'ai dû appeler les pompiers. Elle était complètement en overdose, quoi. Il a fallu la réanimer. Elle est partie aux urgences lors d'une soirée. J'étais là. J'ai appelé les pompiers. J'ai assisté à tout ça. C'est aussi, je pense, les répercussions de tout ce système qui est quand même nocif et qui est quand même, je trouve encore aujourd'hui, très mal encadré. Mais c'est vrai que ça a été une période de ma vie glauque, quoi. Hein. Je me rappelle vraiment que j'étais très très mal entouré et que je côtoyais vraiment un univers extrêmement toxique et malsain. Et voilà, encore une fois, on en parle aujourd'hui de la drogue, tout ça sur les tournages, mais ça n'est pas nouveau, ça existait déjà. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai beaucoup évolué. J'ai appris de mes erreurs, j'essaye vraiment de faire du contenu beaucoup plus good vibes. Alors oui, comme je vous l'ai dit, je fréquente encore des candidats de télé-réalité. Dans mon nouveau concept Baby Story, il y a des candidats de télé-réalité. Quand je fais mes témoignages pour lutter contre le harcèlement, il y a des candidats de télé-réalité. Mais voilà, je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir appris de tout ça, d'avoir analysé tout ce qui s'était passé, même tout ce que j'avais pu faire, la manière dont j'ai traité tout ça à l'époque. Enfin, voilà, je pense que ça m'a vraiment fait grandir et évoluer et je suis hyper content en tout cas d'être sorti de tout ça. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans le respect, s'il vous plaît, dans les commentaires. C'est une zone d'échange. Vous êtes là pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour réagir sur tout ce que je vous ai dit. Et le but, voilà, c'est d'avancer et de faire bouger les choses et que tout ça, ça évolue et que ces émissions puissent devenir plus respectueuses et respectables. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et merci du fond du cœur de me suivre après toutes ces années. Il y en a qui sont encore là depuis le début. Merci, merci, merci. Et on se retrouve dès la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous les puces au pluriel!